Bonjour à tous. Tout d'abord, je voulais remercier Neokadji, Nicolas, Pascal et Eva pour l'invitation. Je m'appelle Jérémy Grignard et je suis actuellement data scientist au sein de l'Institut de recherche Servier dans le département Data Science et Data Management. Donc, peut-être quelques petits mots pour me présenter avant de vous présenter Pegasus, un graphe de connaissances pour supporter les phases primaires de recherche. Donc, en termes de parcours, j'ai une formation d'ingénieur et un master 2 en informatique et mathématiques appliquées. Et les 3 dernières années, j'ai réalisé une thèse de doctorat en informatique, données et intelligence artificielle. Donc, c'était une thèse de CIFRE avec l'Institut de recherche Servier et INRIA-Saclay, et notamment l'équipe projet Lifeware. Et c'est une thèse que j'ai préparée à l'École Polytechnique au sein de l'Institut Polytechnique de Paris, sous la supervision de François Fage, mon directeur de thèse côté INRIA, et Thierry Dorval, mon directeur de thèse côté Servier. Et le sujet, c'était de développer des méthodes computationnelles pour améliorer les phases primaires de recherche de nouveaux médicaments. Et Pegasus, c'est une des contributions de la thèse qu'on est en train de pérenniser au sein de Servier. Et depuis un mois maintenant, j'ai été recruté en tant que data scientist au sein de Servier sous la supervision de Thierry Dorval dans le département data science et data management. Donc, l'Institut de recherche Servier, c'est une entreprise pharmaceutique qui a pour mission de découvrir de nouveaux médicaments pour traiter des maladies humaines. Et en fin de compte, le processus de recherche et de découverte de nouveaux médicaments est très long, très coûteux et très risqué. Et en fin de compte, de nombreux échecs peuvent se produire à toutes les étapes du processus de recherche, que ce soit dans les phases de recherche et de développement. Donc en fin de compte, pour vous donner une vue d'ensemble, on va avoir une maladie à traiter. Et dans un premier temps, lors des phases de découverte, on doit essayer d'identifier ce qu'on appelle une cible thérapeutique, qui peut être un gène, un transcrit ou une protéine, et dont l'effet de la modulation permet de rétablir un phénotype sain par rapport à la maladie à traiter. Et en fin de compte, dans toutes les étapes, l'objectif, ce sera d'identifier et de développer ce qu'on appelle des perturbateurs, comme des petites molécules chimiques, par exemple, qui deviendront plus tard un médicament. Par contre, ce qu'on observe, c'est que dans les phases 2 de développement, quand on va tester les médicaments sur des cohortes de patients qui présentent la maladie, on observe que l'hypothèse qui lie une cible thérapeutique et le mécanisme de la maladie, en fin de compte, c'est vraiment testé dans des conditions pathologiques et réelles, puisque dans toutes les étapes précédant la phase 2, on va avoir effectué des tests dans des modèles cellulaires qui sont assez éloignés de la maladie à traiter chez l'humain. Et en fin de compte, nous, nos activités de recherche dans le département Data Science et Data Management, on est vraiment dans les parties primaires, dans les phases primaires de recherche, c'est-à-dire dans les phases exploratoires pour essayer de mieux comprendre la biologie par rapport à une pathologie, de fournir des méthodes computationnelles pour supporter les phases de validation de cibles thérapeutiques et également pour améliorer les phases de criblage. Et en fin de compte, pour vous donner un petit mot par rapport à notre champ d'expertise et à notre champ d'action au sein du département Data Science et Data Management, notre grande mission, c'est de maximiser les chances de succès des projets thérapeutiques tout en réduisant les coûts et les délais, et ce, en développant des algorithmes informatiques, d'intelligence artificielle et de la modélisation mathématique. Donc, on a différentes activités, notamment de profilage phénotypique, d'utilisation d'algorithmes d'apprentissage profond et machine, de conception de séquences et de modélisation mathématique. Et une des activités et qui fait l'objet de la présentation aujourd'hui est sur le développement d'un graphe de connaissances que je vais vous présenter à partir de maintenant. Pourquoi développer un graphe de connaissances pour l'Institut de recherche Servier? En fin de compte, les données qu'on manipule au quotidien, ce sont des données pharmacobiologiques qui sont de nature très hétérogène. Pour vous donner et pour vous illustrer les quelques sources de données ici qu'on peut manipuler au quotidien, en fin de compte, on va avoir des données qui vont être de nature très hétérogène, comme des notions de gènes, de transcrits, de protéines, de perturbateurs chimiques, des petites molécules, des médicaments, des sondes chimiques. On peut avoir des perturbateurs biologiques de type oligonucléotides antisense, des ARN, des siRNA, etc. On a également des concepts de type des ontologies génomiques, phénotypiques, des notions de lignée cellulaire, tissu, carte statique, localisation cellulaire. Bref, on a à manipuler des données qui sont très hétérogènes. Et en fin de compte, le rationnel scientifique et industriel de Pegasus s'inscrit dans ce contexte, c'est-à-dire d'avoir et de manipuler des données hétérogènes,
qui sont de surcroît de nature expérimentale, c'est-à-dire des données qu'on est en capacité de produire ou qui sont produites par des instruments de mesure, par exemple, et qui sont également de nature prédite par des algorithmes informatiques ou d'intelligence artificielle, par exemple. Et en plus, les sources de données qu'on manipule sont de provenance multiple. On peut avoir des données propriétaires, des données collaboratives, des données issues de consortiums européens ou internationaux, des données commerciales qu'on est en capacité d'acheter, et également des données publiques, librement accessibles par tous. Et en fin de compte, puisque toute recherche scientifique et industrielle doit répondre à une question, notre problématique relativement simple est comment capitaliser sur les données qui sont actuellement disponibles. Avec pour objectif, in fine, et c'est le rationnel de pourquoi on développe le graphe de connaissances Pegasus, c'est pour supporter la prise de décision pour notre projet thérapeutique en interne. Dans le secteur biomédical et le secteur pharmaceutique, il existe différents formalismes de représentation des connaissances. Donc, historiquement, et c'est plus du domaine des ontologies, on va avoir des graphes qu'on appelle RDF ou Resource Description Framework. Et en fin de compte, ici, ce que je vous présente, c'est tiré d'un article qui présente un graphe RDF pour modéliser en fin de compte des relations d'association entre des gènes avec des maladies qui sont associées avec des scores d'association. Et en fin de compte, ici, ce qu'on observe, c'est un modèle de données dans le formalisme RDF qui met en relation des gènes avec des maladies. Et ce que vous voyez en dessous, c'est une requête SPARQL qui permet de requêter le graphe RDF présenté juste au-dessus. Donc, l'objectif de cette requête, c'est d'identifier l'ensemble des gènes qui sont associés à la maladie d'Alzheimer avec un score supérieur ici à 0,4. Dans le domaine de représentation des connaissances, il existe un autre formalisme qu'on appelle les graphes à propriété étiquetée ou les GPE. Et en fin de compte, ici, ce que vous observez, c'est une transformation possible du graphe RDF présenté ici dans le formalisme des GPE qui met en relation des gènes à des maladies avec des associations qui peuvent être typées et avoir des valeurs. Et ce que vous voyez ici, c'est une requête Cypher qui permet de récupérer et d'identifier l'ensemble des gènes qui sont associés à la maladie d'Alzheimer avec un score supérieur à 0,4. En fin de compte, nous, on a choisi pour le développement du graphe de connaissances Pegasus, on a choisi de le concevoir et de le développer avec le formalisme des GPE pour quelques raisons, et ici j'en cite 3. Pour la flexibilité de mise à jour du modèle de données, parce que comme vous l'avez vu, nous, on manipule des données qui sont très hétérogènes, et donc pour avoir cette notion de flexibilité de mise à jour, pour répondre à nos nouveaux besoins. En deuxième point, pour l'efficacité d'importation et le stockage massif des données volumineuses qu'on manipule au quotidien, et également pour le requêtage déterministe avec le langage Cypher. Et donc, on en arrive au modèle de données de notre graphe de connaissances que je vous présente ici, avec le formalisme GPE et qui est développé avec la technologie NeoKD. Donc, je vais pas trop rentrer dans le détail parce qu'après, je vais vous présenter différentes applications industrielles de Pegasus, mais je vais vous illustrer les différentes parties de nos différentes contributions pour le développement du graphe de connaissances. Donc, en fin de compte, nous, on va vraiment distinguer les notions de gènes, de transcrits et de protéines, alors que dans la majorité des représentations existantes, on va avoir ce qu'on appelle un nœud assez canonique qui va représenter à la fois un gène et une protéine, alors qu'on sait pertinemment que ce sont deux entités complètement différentes. On va avoir dans Pegasus des notions de perturbateurs, qui peuvent être des petites molécules chimiques, des sondes chimiques, en fin de compte, des éléments exogènes à la cellule qui peuvent venir moduler des cibles thérapeutiques. On a également des perturbateurs qu'on qualifie de biologiques et des médicaments. Dans Pegasus, ce qu'on a également, ce que j'ai représenté ici en violet, c'est des objets qu'on appelle, et des entités, pardon, qu'on appelle de haut niveau, qui peuvent représenter des termes issus d'ontologie, des termes issus et qui représentent des modèles cellulaires d'études ou des tissus, des articles scientifiques, des voies de signalisation, des maladies et des signatures phénotypiques, et je reviendrai sur une application juste après. Et en fin de compte, à l'heure actuelle, une version de Pegasus, après génération du graphe de connaissances, donc Pegasus contenait à peu près 46 millions d'entités de 60 types distincts et un peu plus de 330 millions de relations de 14 types distincts.
Un petit mot sur la génération, notre plateforme de génération du graphe de connaissances Pegasus. En fin de compte, nous, on a développé toute une stack technique en amont de la génération de Pegasus avec le framework Python Kedro, qui emprunte des bonnes pratiques de l'ingénierie logicielle, dont l'objectif, en fin de compte, de toutes les pipelines qu'on développe, c'est de traiter les sources de données que je vous ai présentées en début de présentation, afin de générer le graphe de connaissances automatiquement. Donc, en fin de compte, pour chaque base de données source, on est amené à extraire des fichiers de données sources, que ce soit avec des API, que ce soit avec des scripts ou manuellement. Et en fin de compte, pour chaque pipeline, on a un nœud Kedro, qui est en fin de compte un wrapper d'une fonction Python, qui arrive et qui nous permet de pré-traiter les sources de données pour générer des fichiers de données pré-traités et intermédiaires. Et donc, on a ça pour toutes les sources de données qu'on est amené à manipuler. Et après, on a deux pipelines spécifiques qui génèrent de façon automatique un ensemble de nœuds afin, à partir des données intermédiaires, de générer les fichiers nœuds et relations qui sont injectables dans un graphe de connaissances, dans un graphe Neo4j, et donc afin de développer, de monter en base Pegasus. Et après, par-dessus, on va avoir différentes applications. Donc, on va avoir des Jupyter Notebook, des scripts Python, et on utilise également le moteur graphique Bloom de Neo4j qui se connecte directement à une version de Pegasus pour réaliser des analyses en aval. Donc maintenant, je vais rentrer un peu dans le vif du sujet. C'est de vous présenter des applications concrètes qu'on a du graphe de connaissances Pegasus dans le processus, dans les phases primaires de recherche de nouveaux médicaments. Donc systématiquement, je vais vous présenter 4 applications. Donc systématiquement, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter les petits concepts biologiques et un peu le rationnel industriel, en fin de compte. Et après, je vais vous montrer des exemples de requêtes Cypher qu'on utilise pour répondre à ces problématiques. Donc la première application, on utilise Pegasus pour améliorer la caractérisation des effets hors cible de perturbateurs. C'est un peu barbare comme terme, mais en fin de compte, nous, on a des activités en interne de conception et de développement de ce qu'on appelle des oligonucléotides antisens. Donc c'est un terme un peu scientifique, et en fait, ce qu'on appelle des assos, ce sont des fragments d'ADN, donc c'est une séquence en fin de compte, ce qu'on peut voir ici, qui a la capacité de se lier à l'ARN messager, qui peut être de l'ARN avant épissage ou après épissage. Et en fin de compte, le fait de développer ces petites séquences nous permet de moduler de façon spécifique l'effet d'un gène qui peut être dérégulé dans une maladie. Donc nous, on a une expertise en interne avec différents collègues. Donc on va avoir des méthodologies d'apprentissage profond, des algorithmes de bioinformatique, d'analyse de brevets et d'utilisation du graphe de connaissances Pegasus, afin de concevoir et de développer des oligonucléotides antisens. Et donc pour un projet thérapeutique, on a une cible thérapeutique qui est dérégulée dans une maladie d'intérêt. Et en fin de compte, avec tous nos algorithmes, on a réussi à développer un peu plus de 6000 assos au regard de la cible thérapeutique qu'on souhaite moduler. Et en fin de compte, ce qu'on développe, ce sont des assos qui ont une taille en termes de nombre d'éléments dans la séquence qui sont relativement faibles. Et en fin de compte, ils peuvent aller se mettre un peu n'importe où. Et c'est ce qu'on appelle un effet hors cible, typiquement. Et en fait, dans le cadre de ce projet thérapeutique, les 6000 assos qu'on a développés peuvent se lier potentiellement à 15 000 transcrits qui proviennent de 6000 gènes distincts, sachant que le génome est fait à peu près de 20 000 gènes canoniques. Et donc, en fin de compte, ce qu'on développe ici peut potentiellement moduler un quart des effets du génome. Et donc, en fait, ici, on va utiliser Pegasus pour caractériser chacun de ces assos afin de déterminer ses potentiels effets toxiques. Donc ici, ce que vous voyez, c'est une impression écran d'une requête Cypher qu'on a exécutée sur Pegasus. On a récupéré les différents assos, étant donné une cible hors cible, donc ici un transcrit. Et en fin de compte, nous, on va être intéressé par caractériser des assos qui peuvent moduler, en fin de compte, des transcrits qui sont issus de gènes qui vont avoir une activité de gène essentiel, par exemple. Et donc, pour chacun des assos, pour chacun des 6000 assos,
En fin de compte, on va calculer des caractéristiques avec Pegasus et avec d'autres méthodes afin de voir leurs potentiels effets hors cible. Et ce que vous voyez juste en dessous, c'est la requête Cypher associée aux résultats non exhaustifs présentés ici. Dans le cadre de ce projet, on a réalisé une validation expérimentale. Donc, on a réalisé une campagne de criblage de 784 assos qu'on a sélectionnés avec différentes métriques et avec les caractéristiques qui ont été calculées avec Pegasus. Et à l'issue de cette validation expérimentale, on a réussi à identifier 13 assos actifs chez les souris et dans des modèles cellulaires neuronaux. Et ce qui est super intéressant, c'est parmi ces 13 assos actifs, 8 13e n'ont pas d'activité hors cible et 3 13e de ces 13 assos actifs avaient les meilleures activités dans le test qu'on a réalisé. Et la principale perspective par rapport à ce travail-ci, c'est une nouvelle validation expérimentale dans un autre type de cellules, qui sont des neurones dérivés d'IPS pour le coup, ainsi que des analyses d'enrichissement. Parce que ce qu'on observe, c'est quand on va réaliser des analyses d'enrichissement, les assos, dans le cadre de ce projet qu'on a développé, ont tendance à avoir des effets hors cible sur des transcrits qui sont issus de gènes qui possèdent des motifs assez similaires. Et en fin de compte, quand on va réaliser des analyses d'enrichissement, les gènes qu'on arrive à identifier comme étant des gènes hors cible ont tendance à être surreprésentés dans des maladies qui sont caractéristiques de la maladie qu'on souhaite traiter dans le cadre de ce projet. Donc voilà pour la première application. La deuxième application, c'est sur la conception d'une nouvelle expérience que je vais vous présenter juste maintenant. Donc en fait, ce qu'on essaye de développer ici, c'est de coupler deux modalités expérimentales qui sont les assos que je viens de vous présenter brièvement, avec une partie spécifique des transcrits qu'on appelle les UORF. Très simplement, ici, ce qu'on va observer, c'est un ARN messager dont la partie ici, en jaune, permet d'être traduite dans une protéine. Et en fin de compte, au niveau de l'ARN messager, on va avoir une partie spécifique ici qui peut contenir certains motifs qui vont en fin de compte inhiber la synthèse de la protéine ici. Et donc nous, on essaie de concevoir une nouvelle expérience en se disant, si on arrive à masquer ces séquences spécifiques avec des oligonucléotides antisense, potentiellement, on arriverait à augmenter la concentration d'une protéine qui est sous-exprimée dans une maladie à traiter. Et donc ici, l'application de Pegasus, il y a plusieurs choses. Donc la première, c'est qu'on va intégrer dans Pegasus ces fameux UORF, donc les petites parties spécifiques en amont de l'ARN messager. Et on a également développé un algorithme qui permet d'identifier l'ensemble de ces séquences pour le transcriptome humain en l'occurrence. Et donc pour vous illustrer une requête Cypher exécutée sur Pegasus, donc typiquement on va avoir un gène d'intérêt, qui n'est pas le gène pour notre projet thérapeutique ici en l'occurrence, qui peut avoir différents transcrits. Et ces transcrits, en fin de compte, peuvent avoir des UORF qui sont identifiés à partir de données de la littérature, typiquement ici en rouge, qui peuvent avoir été identifiés par notre algorithme d'identification, ici en gris, et également, on va avoir d'autres données de la littérature en bleu qui vont avoir en fin de compte une activité directement sur le gène. Et donc là, ce qui est super intéressant avec Pegasus, c'est étant donné quelle que soit la cible thérapeutique qui potentiellement est d'intérêt dans le cadre d'un projet thérapeutique, on peut identifier si les transcrits de cette cible ont des transcrits qui possèdent des UORF, donc des cadres de lecture en amont des transcrits, de façon à développer de façon automatique, avec la première application que je vous ai présentée, des assos qui pourraient venir masquer ces fameux cadres de lecture en amont des transcrits. Et la principale perspective, donc dans le cadre d'un projet thérapeutique, on est intéressé particulièrement par une cible. Et donc, avec cette approche que je viens de vous présenter, on a réussi à développer 171 assos qu'on va valider expérimentalement dans un test expérimental, typiquement,
et qui va nous montrer les assauts qui permettent, oui ou non, d'augmenter la concentration de la protéine qui est dérégulée dans une pathologie. Et après, on a des perspectives également d'analyse un peu plus bioinformatique. Ce qu'il est intéressant de noter, c'est que certains UORF qu'on a identifiés sont spécifiques à 100% de la cible thérapeutique. Et donc, on émet l'hypothèse qu'il existe certains mécanismes intrinsèques aux cellules qui permettent de moduler de façon spécifique une cible particulière. La troisième application de Pegasus, c'est sur l'identification de librairies focalisées pour le criblage. Donc, en fin de compte, ce que je vous ai présenté en première slide sur le processus de recherche et de découverte de nouveaux médicaments, l'objectif des phases de criblage, c'est d'identifier ce qu'on appelle des perturbateurs, qui peuvent être des petites molécules, des anticorps, une surexpression d'une certaine protéine, par exemple, qui, une fois criblés, donc dispensés dans un certain système, permet d'obtenir un effet d'intérêt. Par exemple, on se rend compte dans la maladie Toto, la protéine A est sous-régulée. L'objectif d'une campagne de criblage sera d'identifier des petites molécules qui permettent d'augmenter l'activité de la cible A, par exemple. Et en fin de compte, ici, on va utiliser Pegasus pour augmenter la probabilité et la qualité des petites molécules, par exemple, identifiées comme actives. Pourquoi? Parce que historiquement, on a une tendance à réaliser des campagnes de criblage un peu en mode brute force. On va cribler, par exemple, une librairie de 300 000 ou de 1 million de composés chimiques et on va regarder ce qui a un effet ou non. Et ici, ce qu'on se propose de faire avec Pegasus, c'est d'essayer d'être un peu plus malin en utilisant, en fin de compte, la structure du graphe. Donc typiquement, on peut avoir une maladie dérégulée qu'on souhaite moduler, en fin de compte, on souhaite rétablir un phénotype sain, typiquement. Et on peut avoir une approche assez agnostique, c'est-à-dire plutôt que de dire « je veux moduler cette cible », là, on pourrait se dire « quels sont l'ensemble des cibles thérapeutiques qui participent à un processus biologique d'intérêt ?» Et est-ce qu'il existe différentes classes de perturbateurs qui ont démontré un effet sur ces différentes cibles? Donc là, par exemple, on a demandé à Pegasus, donc là, le résultat n'est pas exhaustif pour la clarité de la diapo, sinon on ne verrait rien du tout. Mais en fin de compte, ici, ce qu'on a demandé à Pegasus, c'est l'ensemble des cibles qui peuvent participer à un processus biologique d'intérêt. Et dans le même temps, on demande d'identifier l'ensemble des perturbateurs de type chimique, par exemple, qui peuvent avoir une activité sur la cible. Donc, on va avoir différentes classes de perturbateurs, comme des PROTAC, des molécules de la littérature, des sondes chimiques. Et on a également introduit dans Pegasus des notions de similarité chimique entre des perturbateurs internes propriétaires, donc typiquement des molécules Servier, qui sont chimiquement similaires à des molécules qui ont une activité sur une cible qui participe à un processus biologique d'intérêt qu'on souhaite moduler. Et en fin de compte, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Enfin, si je peux illustrer très rapidement, je vois que le temps défile. En fin de compte, donc là, les cibles thérapeutiques, ça peut être des gènes ou des transcrits et ou des protéines. Et en fin de compte, on a aussi des classes de perturbateurs, comme les ASO que je vous ai présentés, ou également des micro-ARN qui peuvent moduler des transcrits. Donc là, on essaye, en fin de compte, d'être un peu plus malin pour essayer de réduire l'espace des possibles pour moduler des cibles appartenant à un processus biologique d'intérêt. Et une des perspectives, donc on a réalisé ce type de travail pour un projet thérapeutique et donc on est en train de réaliser une expérience. On a sélectionné 1000 molécules Servier afin de les repositionner pour moduler une cible thérapeutique. Et je finirai par une dernière application qui est une application exploratoire afin de vous illustrer des capacités que j'ai découvertes pendant ma thèse et que je trouve ultra puissantes. C'est typiquement toujours dans les cadres des phases de criblage, mais en fin de compte, ici, on va réaliser des campagnes de criblage avec des modalités d'imagerie.
Donc en fin de compte, comme sur la slide précédente, on va identifier une librairie à cribler, par exemple des petites molécules. Et en fin de compte, à la place de mettre la petite molécule simplement avec la cible thérapeutique qui nous est d'intérêt, en fin de compte, on va venir dispenser la petite molécule dans un modèle cellulaire qui présente la cible. Ce qui nous permet en fin de compte de capturer l'effet d'un perturbateur dans un contexte biologique qui est réel. Donc on va cribler l'ensemble des molécules chimiques qu'on souhaite dispenser dans le modèle cellulaire d'étude. Et en fin de compte, après, avec des méthodologies et des logiciels d'acquisition d'images, de robotique, etc., on arrive à observer l'évolution des phénotypes cellulaires sous l'effet de différentes perturbations chimiques. Par exemple, on souhaite pour une maladie détruire des cellules, par exemple pour une maladie notamment de prolifération cellulaire qu'on peut observer typiquement dans les cancers. L'objectif de l'identification d'un composé, ce serait d'identifier des molécules qui permettent de détruire, de tuer les cellules, par exemple. Et en fin de compte, ce qu'on a introduit dans Pegasus, c'est ces fameuses signatures phénotypiques. Donc ici, ce qu'on va observer, ce sont phénoprint pour signature phénotypique. Donc c'est en fin de compte un nœud intermédiaire qui va récapituler des informations, par rapport au criblage d'un composé. Donc en fait, ici, cette slide, on la lit assez simplement, c'est qu'on va avoir une molécule Servier qui va avoir une activité dans un modèle cellulaire et qui va induire une signature phénotypique. Donc c'est comme si on avait cette molécule qui avait une activité et qui allait engendrer et induire ce phénotype d'intérêt. Cette molécule-ci, qui pourrait s'apparenter à cette structure chimique, va induire cette similarité phénotypique. Et en fin de compte, dans le graphe de connaissances Pegasus, on intègre des notions et des concepts de signature et de similarité phénotypique informative, dans l'objectif étant de pouvoir repositionner potentiellement des perturbateurs, et ce, en utilisant ces signatures phénotypiques. Donc on a réalisé des expériences où on a dispensé différentes molécules Servier qui ont induit ces différentes signatures phénotypiques. Et on pourrait se dire, plus tard, quelles sont les molécules que je pourrais repositionner afin d'obtenir potentiellement ce phénotype. Et donc en l'occurrence, on pourrait utiliser par exemple des similarités chimiques, puisque l'on sait pour certaines classes de cibles que des molécules chimiques structurellement similaires ont tendance à agir sur les mêmes classes de protéines en fonction des types de protéines, etc. Très rapidement, là, c'est pour vous donner une autre vue qui représente exactement la même chose. Donc, par rapport à la slide précédente, donc on avait des molécules Servier qui induisaient des signatures phénotypiques. Et en fin de compte, on peut également introduire dans Pegasus d'autres types de perturbateurs, comme des siRNA, des siRNA, oui, qui eux, ont la capacité de venir inhiber un gène. Et ce qui est super intéressant, donc ici, on a une modalité expérimentale qui va être spécifique d'un gène. On va avoir une modalité, donc ici au niveau biologique. On peut avoir une modalité expérimentale qui est ici chimique. En fin de compte, nous, ce qu'on essaye de faire à aujourd'hui, c'est d'essayer de relier ces différents mondes avec les signatures phénotypiques, mais ce qui pose des problèmes scientifiques qui sont assez complexes, puisque les expériences qui ont permis d'obtenir ces différentes signatures phénotypiques ne suivent pas le même protocole expérimental. Donc, en fin de compte, si on est en capacité de relier ces différents liens manquants, typiquement, donc ces différentes signatures phénotypiques, plus tard, on sera en capacité d'avoir un champ de perspective afin de moduler des cibles ou des processus biologiques, que ce soit chimiquement, biologiquement, et ce, en passant par des signatures phénotypiques qui représentent les phénotypes cellulaires de cellules biologiques. Une dernière slide sur la dernière application, c'est pour vous présenter l'utilisation qu'on a de termes ontologiques afin de décrire des résultats d'expérience. Donc ici, ce que vous observez, c'est un résultat d'une requête où on a demandé à Pegasus quels sont les siRNA
qui ont induit dans un modèle cellulaire donné, ici, qui sont typiquement ici des drosophiles, et qui ont induit, en fin de compte, un phénotype de cytosquelette d'actine corticale désorganisée. Et en fin de compte, ce qui est super intéressant, donc là, c'est vraiment quelque chose qu'on investigue, c'est avec ce fameux nœud activité dans notre modèle de données, qui en fin de compte est un nœud contextuel qui permet de mettre en relation contextuellement des nœuds, enfin des entités du graphe, ça nous permet de décrire avec plein de méta-informations. Et là, c'est vraiment super intéressant parce que ça nous permet également de capitaliser sur des résultats d'expérience. Dans 10 ans, dans 20 ans, dans 100 ans, si on est toujours là, on pourra demander à Pegasus quelles sont, parmi l'ensemble des expériences qui sont présentes dans Pegasus, quels sont l'ensemble des perturbateurs qu'ont induit, par exemple, de la mort cellulaire ou de la prolifération cellulaire. Et ce, en se dédouanant, en fin de compte, du protocole expérimental, puisqu'on arrive à décrire des résultats d'expérience avec des termes ontologiques qui représentent, en fin de compte, un vocabulaire contrôlé à travers différentes communautés scientifiques. Bon, après Pegasus, donc là, je vous ai présenté vraiment différentes applications concrètes du graphe de connaissances qu'on a pour nos projets thérapeutiques. Et on a également différentes demandes au jour le jour. On peut avoir des demandes de différentes équipes pour identifier, par exemple, des protéines qui sont dans une localisation cellulaire spécifique. On est en capacité d'identifier différents articles scientifiques qui référencent au sein vraiment de l'article des notions de cible, de perturbateurs, de lignées cellulaires, de maladies. Et on est vraiment aussi dans un travail d'idéation, donc on va travailler en étroite collaboration avec nos chercheurs, avec nos équipes, pour essayer de mieux comprendre, par exemple, la biologie et identifier des composés outils très tôt dans le processus de recherche. Je terminerai sur une slide de conclusion et de perspective sur le graphe de connaissances Pegasus. Donc l'objectif du graphe de connaissances Pegasus, c'est d'intégrer des données qui sont de nature très hétérogène et de provenance multiple. C'est une plateforme de discussion. Dans le secteur pharmaceutique, on n'est pas tout seul, on n'est pas simplement data scientist, on est vraiment dans un écosystème avec des chercheurs, avec des professionnels qui appartiennent à des domaines de recherche scientifique qui sont très variés et très complexes. Et en fin de compte, la démarche qu'on souhaite de mettre en place avec Pegasus, c'est un travail de discussion de prime abord. On se met autour de la table, comment on modélise différentes entités afin de répondre à une problématique commune. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'on peut poser la même question à différents experts, à un chimiste, à un biologiste, etc. Et on aura des façons différentes de répondre à cette problématique. Donc un travail vraiment de fédération également des connaissances. In fine, on supporte la prise de décision pour les phases primaires de recherche. Donc en mode aiguillage, on préconise certaines modalités expérimentales. Et in fine, Pegasus, nous, on veut vraiment réaliser, et c'est ce qu'on réalise typiquement, c'est des expériences afin de valider nos hypothèses. Donc on a un terme en anglais qui est killer experiment, et donc en français ça donne expérience tueuse, et ce n'est pas des expériences qui permettent de tuer, c'est vraiment des expériences qui nous permettent de valider ou d'affirmer des hypothèses qu'on peut avoir. Et donc on aide à concevoir des expériences qu'on réalise avec un choix de modalité expérimentale. Est-ce qu'il est plus intéressant de partir avec une petite molécule, avec un PROTAC, avec une sonde chimique, ou est-ce qu'il est plutôt intéressant de partir avec un ASO ou un microRNA par exemple? Et donc, ça rejoint en fin de compte également le côté praticité. Par exemple, si on propose un ASO, la cible pratique, ça ne va pas être forcément le gène, mais ça peut être le transcrit, par exemple. Et enfin, en termes de perspective, donc Pegasus, c'est un projet qui est structurant au sein de notre département et pour différentes équipes. Et donc, on continue d'intégrer de nouvelles sources de données. À titre illustratif, nous participons au consortium international GEMCP. Donc, si vous voulez jeter un petit coup d'œil sur Internet, c'est un super consortium avec différents groupes pharmaceutiques qui est piloté par le Broad Institute du MIT de Harvard, dont l'objectif est de réaliser une campagne de criblage phénotypique à l'échelle de la planète dans différents laboratoires
Donc nous, à la fin, on va tout intégrer dans Pegasus. Nous, en termes de perspective également, donc au jour le jour, on continue de répondre à de nouveaux besoins, et à de nouvelles demandes de projets internes et également de projets collaboratifs, parce qu'on a différentes collaborations qui sont en cours avec différents instituts. Et également en termes d'interface métier et d'utilisation d'algorithmes d'apprentissage machine ou profond, notamment avec la bibliothèque Graph Data Science de NeoKG, afin de l'appliquer directement sur Pegasus. Donc, ce travail n'a pas été réalisé tout seul, donc c'est un travail qu'on avait initié il y a un peu plus d'un an maintenant avec mes deux directeurs de thèse, François Fage et Thierry Dorval. Et on a vraiment construit Pegasus en répondant et en demandant quelles sont les problématiques métiers auxquelles un graphe de connaissances pourrait y répondre. Et en fin de compte, on avait vraiment ce que je vous présentais juste avant, cette notion de plateforme de discussion. Et c'est grâce à cette discussion avec différents experts qu'on a réussi à construire le graphe de connaissances que je viens de vous présenter typiquement, donc Pegasus. Et je tiens à remercier l'ensemble des collaborateurs en interne, donc des collègues. Et également Nicolas, Eva, Pascal et également Martin Preusseux, qui est consultant pour NeoKG, pour nous apporter une solution qui est efficace et qui est très utile pour la recherche et la découverte de nouveaux médicaments. Je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas.